Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Avant de traiter le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. Si vous êtes dans le secteur du test, ou si vous cherchez à l'intégrer, vous savez comme moi que la formation est cruciale. C'est peut-être même ce qui vous amène à écouter Calisti. Alors j'aimerais vous parler d'Easy Training qui sponsorise l'épisode d'aujourd'hui. Il s'agit d'un centre de formation à distance spécialisé DevOps et Data Analyse, mais ils ont récemment ajouté une formation sur le test logiciel. Du coup, si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, je mettrai évidemment le lien dans les informations de l'épisode. J'avais eu l'occasion d'échanger avec Diran, cofondateur d'Easy Training. Vous verrez, ils sont très sympas. N'hésitez pas à leur dire que vous venez de ma part. Easy Training, ça s'écrit E-A-Z-Y-T-R-A-I-N-I-N-G. Et maintenant, place à l'épisode. Salut Jean-Baptiste, bienvenue au micro de Calisti. Comment vas-tu? Bonjour, écoute, tout va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Yes, écoute, avec plaisir. Alors Jean-Baptiste, je suis tombée sur un article de l'Opinion Maroc qui t'avait interviewé en 2021 où tu parlais justement des tests logiciels. J'ai vu l'article, ni une ni deux, je me suis dit, allez, faut que j'envoie un message parce que je veux dans le podcast pour une thématique en particulier. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu déjà de ton expérience dans un premier temps et puis du monde de la qualité dans le pays dans lequel tu te trouves, donc à savoir au Maroc. Donc tu es expert qualité, formateur, auditeur. Tu as fondé Progidéo, ça se dit comme ça? Oui, exactement. Donc, une entreprise de service qui est spécialisée dans l'accompagnement de projets informatiques avec un focus sur la qualité logicielle. Donc, ma première question, est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de toi, de ton parcours et de comment tu as été amené à entrer dans le monde de la qualité? Avec plaisir. Alors moi, j'ai commencé mon parcours en France, dans le sud de la France, à Sophia Antipolis, où j'ai fait mes études. Et donc en fait, j'ai pas démarré tout de suite par la qualité logicielle. J'étais dans la microélectronique à l'époque. Et donc pendant environ 6 ans, j'ai fait un travail qui était passionnant, qui consistait à développer des circuits intégrés. Donc on était ce qu'on appelle fabless, c'est-à-dire qu'on fait que la partie conception. Et en fait, c'est une activité qui est assez proche du développement logiciel, parce qu'on a des langages spécifiques, comme le Verilog ou le VHDL. Donc on fait d'abord du développement, et puis une grosse partie du travail derrière, c'est de vérifier et de tester nos modèles, avant bien sûr que ça parte en production, parce que la particularité, c'est que les circuits, une fois qu'ils sont produits, on peut plus trop les modifier. Donc c'est pas comme un logiciel qu'on peut patcher. Donc voilà, j'avais cette expérience et puis il y a une opportunité personnelle et puis aussi professionnelle pour venir au Maroc. Donc je me suis déplacé au Maroc. Au début, c'était pour continuer cette activité de microélectronique. Et puis il y a eu différentes choses qui ont fait que j'ai changé un petit peu et j'ai basculé vraiment dans le logiciel, en fait, j'ai accompagné un groupe suisse qui voulait s'installer au Maroc. Et donc, donc on a créé la filiale marocaine. Et au début, c'était pour faire un peu de tout. Je faisais de l'administratif, de la gestion de projet, l'encadrement un peu, le développement de la filiale. Et il y a un point, bien sûr, rapidement qui m'a marqué, c'est que en termes de qualité, en termes de tests, je sentais qu'il y avait une grosse différence avec ce que j'avais fait précédemment. Et donc, ça m'a intéressé d'essayer de mettre en pratique mon expérience sur la partie vraiment test et qualité. Les niveaux d'exigence n'étaient pas du tout les mêmes. Et donc, je pensais on pouvait faire mieux. Donc voilà, j'ai travaillé ça un petit peu pendant quelques années, en même temps que toutes mes autres activités.
Et puis à un moment, je me suis dit, bon, il y a de la matière, donc je me suis lancé, c'est là que j'ai créé Progidéo, et je me suis lancé vraiment comme un bureau de consulting spécialisé sur la partie test et qualité. À l'époque, bon, déjà le test était, bon, il y a une quinzaine d'années, hein, le test était déjà en plein développement dans pas mal de régions du monde. Mais au Mhm. Maroc, c'était encore pratiquement inexistant, on va dire. Bon, il y a des gens qui faisaient du test, mais c'était pas du tout professionnalisé. Alors attends, il y a une quinzaine d'années, c'était quasiment inexistant au Maroc. C'est marrant parce que moi j'ai une image pour le coup, alors c'est peut-être pas le cas pour tous les pays du Maghreb, mais j'ai l'impression que pour le coup, ce sont des pays qui ont été plutôt pionniers, à la limite presque comme l'Inde, quoi. Donc là, vraiment, tu m'apprends quelque chose. En fait, à l'époque, par exemple, le développement logiciel était très développé au Maroc. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de sous-traitance, notamment, des très grosses équipes pour plein de sociétés bien connues qui faisaient du développement logiciel. Par contre, la partie test ou la partie qualité était encore souvent pilotée depuis la France ou depuis d'autres pays. Et donc, c'était une partie des projets qui n'était pas encore très bien gérée, en fait, où il n'y avait pas d'équipe, on va dire. Il y en avait un peu, hein, je ne dis pas que c'était complètement inexistant, mais c'était vraiment pas très développé. C'était un peu plus développé d'ailleurs en Tunisie, par exemple, pour prendre des pays comparables, où eux, ils ont eu un peu d'avance sur le Maroc, par exemple, hein. Donc, il y avait déjà des sociétés un peu spécialisées dans le domaine en Tunisie. Ok. Mais le Maroc, bah, il y avait un petit retard au démarrage, en tout cas. Alors depuis, ça s'est beaucoup développé, hein. Donc aujourd'hui, au Maroc, il y a des très grosses équipes de tests qui travaillent soit pour des sociétés marocaines, soit pour des sociétés étrangères. Donc voilà, donc ça a suivi le mouvement, hein. Et puis maintenant, il y a beaucoup de ressources et de professionnels du test au Maroc. Ok. Donc voilà, un peu D'accord. l'histoire, enfin, et puis surtout voilà, mon parcours personnel. Voilà, bah, donc je fais effectivement du coup maintenant de l'accompagnement, de la formation. Ok. Bah écoute, merci pour cette présentation. Bon, t'as un petit peu précédé ma question suivante parce que j'allais te demander l'état de l'écosystème, tu vois, marocain, parce que en fait, je suis partie du postulat où on avait énormément de SN en France, en Europe, mais en France particulièrement, qui vont délocaliser beaucoup de leurs compétences justement dans certains pays, dont le Maroc. Voilà. Oui, ça c'est. Et, euh, et là, justement, la question que je me posais, moi, c'est ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui. Comment est-ce que ça se passe pour des personnes qui peuvent travailler dans ces ESN elles-mêmes, mais dans d'autres entreprises? Comment est l'écosystème? Est-ce que, en fait, c'est vraiment ces entreprises étrangères qui sont venues apporter le marché de la qualité? Ou est-ce que c'est un truc, justement, étant donné que on avait, là, tu me dis que sur la partie développement, on avait déjà beaucoup de choses qui se faisaient. Donc, naturellement, la qualité s'est développée à partir de là, tu vois, localement ou pas. Est-ce que c'est en fait un petit mix des deux? Et puis même au niveau comment ça s'appelle, de la répartition sur le territoire, tu vois. Je sais qu'en Afrique, le gros problème aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas forcément accès, tu vois. Il y a pas toutes les télécommunications qu'on peut avoir en Europe, qui ne sont pas aussi développées. Donc, est-ce qu'il y a une vraie demande? Est-ce qu'il y a un vrai marché? Ou est-ce que, au niveau des utilisateurs finaux, tu vois, c'est quelque chose qui est, je ne vais pas dire embryonnaire, c'est pas vrai, mais tu vois, c'est toutes ces questions que je me pose, en Je fait. comprends, ouais. Bah donc oui, comme j'ai commencé à dire tout à l'heure, voilà, le développement logiciel au Maroc, c'est quelque chose qui maintenant est établi depuis très longtemps, hein, et donc ils démarrent pas. Ils sont même souvent très compétents sur ce domaine-là. Comme tu l'as dit, je pense qu'au départ, c'était beaucoup les ESN hein, qui se sont installés au Maroc. On parle donc de nearshore hein, souvent, donc voilà, c'est proche de l'Europe, proche notamment de la France, bien sûr. Et puis voilà, et puis il y a des très bonnes formations au Maroc, donc voilà, il y a de la compétence. Mais c'est vrai que voilà, les choses se sont fait petit à petit. Peut-être qu'au départ, bah, voilà, il y avait une sorte euh,
de besoin de garder un peu de contrôle à distance sur les équipes qui étaient, pas que au Maroc d'ailleurs, mais en Afrique, un peu partout. Et puis maintenant, la confiance elle a monté. Donc voilà, les équipes sont de plus en plus autonomes pour prendre en charge complètement des projets. Alors ça, c'est un aspect, hein, c'est-à-dire qu'il y a les ESN qui ont beaucoup développé ça et qui externalisent aussi le test, parce que le test, c'est en croissance partout hein, dans le monde. Et donc, bien sûr, les problèmes qu'il y a en Europe, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources souvent, et puis qu'elles commencent à coûter cher aussi. Hein. Voilà, un testeur aujourd'hui, c'est à peu près le même coût qu'un développeur, donc il y a les mêmes besoins parfois d'essayer de trouver un peu, voilà, de faire des mixtes dans les équipes. Et voilà, donc ça c'est beaucoup développé. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que les sociétés marocaines, voilà, elles aussi, alors ça date d'un peu plus de 15 ans, mais elles ont commencé elles aussi à mettre en place leurs propres équipes de développement. Là, je ne parle pas de SN, hein, je parle de banques, assurances, voilà, de grosses sociétés marocaines qui se développent au Maroc et en Afrique et qui ont mis en place leur propre structure pour développer leurs outils et qui aussi alors, ont profité du mouvement et puis ont mis en place aussi leurs équipes de test hein, assez rapidement. Voilà, donc il y avait je pense, ce double mouvement qui fait que voilà, aujourd'hui il y a beaucoup de testeurs et puis en plus c'est l'expérience qui monte aussi, hein, c'est-à-dire ceux qui ont démarré il y a une dizaine d'années ou un peu plus. Maintenant, ils ont l'expérience pour encadrer les plus jeunes ou pour faire des choses plus sophistiquées, on va dire, hein, un petit peu plus complexes en termes de tests. Voilà, donc il y a toute la compétence. Après, alors, je ne sais pas si c'était dans ta question, mais je poursuis mon raisonnement. Après, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que donc il y a des ressources au Maroc. D'une part, comme j'ai dit, il y a des manques de ressources en Europe, donc il y en a beaucoup qui sont démarchés pour aller travailler en France ou aller travailler dans d'autres pays. Ce qui fait que il y a moins de ressources au Maroc, du coup. Donc il y a une tension aussi au Maroc pour trouver des testeurs expérimentés ou même des testeurs en général. Et puis aussi, ça fait monter un peu les prix, ce qui est une très bonne chose pour Bien sûr, hein, bien sûr. beaucoup de gens. Mais du coup, ça rend le Maroc parfois un tout petit peu moins compétitif qu'il a pu l'être dans le passé. Et donc, il Ouais. y a un autre phénomène maintenant qu'on voit, c'est que il y a d'autres pays d'Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest par exemple, qui prennent aussi le train, quoi, hein, et qui sont en train eux aussi de monter en compétences, de monter des équipes. Là aussi, on retrouve les ESN, mais et puis pas que, des sociétés locales aussi qui se spécialisent. Donc il y a une sorte voilà, de translation, on va dire, des montées en compétences petit à petit dans plein de pays d'Afrique. Moi, j'ai des contacts aussi avec des pays alors, beaucoup plus au sud, comme Madagascar, par exemple, l'île Maurice, bon, plein de pays Ah qui bah franchement développent. ce serait intéressant d'avoir un retour de quelqu'un qui bosse dans la qualité sur Madagascar. Alors bon, j'ai pas mal de contacts, donc si tu veux, Ah bah avec pourrais t'en plaisir, envoyer je quelques-uns. prends. Donc voilà, c'est un peu la situation actuelle, enfin en tout cas de mon point de vue, hein, c'est comme ça que je vois les choses. D'accord. Ok. Tu parlais de compétences, justement, qu'est-ce qu'on a comme compétences les plus recherchées, tu vois, sur des outils? Est-ce qu'on recherche plus du fonctionnel, plus de l'automatisé, autre chose, tu vois? Qu'est-ce qui est recherché aujourd'hui, de ce que toi tu observes? Ça, alors, je suis pas sûr que ça soit très spécifique au Maroc, Mhm, mais c'est vrai que moi, au début, bon, c'était surtout faire du test fonctionnel classique, hein, à la mhm. fois concevoir les tests, de pouvoir exécuter les tests en appliquant quand même les bonnes pratiques. Et puis, donc petit à petit, il y a aussi la partie encadrement des tests. Donc, on a vu quand même aussi toute une partie des gens qui sont devenus test managers ou des choses comme ça. Et puis, ces derniers temps, c'est vrai que l'automatisation, tu en as parlé, hein, mais je pense que c'est pas qu'au Maroc, ça fait longtemps que ça se développe, mais il y a vraiment une grosse poussée là, ces derniers temps sur l'automatisation.
Donc, là, cette semaine, la semaine prochaine, je forme des équipes sur l'automatisation des tests. C'est un sujet vraiment à la mode. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça permet à la fois de construire sur les compétences en test, mais aussi sur les compétences en développement logiciel en général. Hein, qui sont plus précises que moi. Donc voilà, après les autres sujets. Alors au Maroc, il y a quand même aussi quelques sociétés qui sont maintenant spécialisées dans tout ce qui est performance. Donc c'est aussi un sujet. Euh, Notamment là aussi hein, pour les grosses entreprises marocaines déjà, pour les banques, les assurances. Hein. Donc, la performance est un sujet un peu critique. Et puis alors au Maroc, ça c'est assez spécifique au Maroc, il y a deux domaines actuellement qui sont en plein développement. Alors ça c'est plus la partie métier, mais c'est tout ce qui est automobile et aussi l'aéronautique. Et ça c'est super parce que c'est deux domaines, c'est deux métiers où le test c'est très exigeant quoi. Hein. Bah oui. Donc de plus en plus je rencontre des équipes où il y a un gros niveau maintenant hein, de compétences sur faire des tests très poussés, très pointus sur plein de sujets différents. Et pas seulement le fonctionnel, donc évidemment là aussi des tests assez techniques. Donc voilà, il y a pas mal de sujets qui se développent et de compétences maintenant qui sont vraiment locales. Quoi. Ok, d'accord, très bien. Euh, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Quand tu as commencé ta présentation, tu disais que tu avais vu une différence énorme, enfin énorme. T'as pas employé le mot énorme, mais que tu avais vu une grosse différence entre quand tu es arrivé au Maroc sur le niveau des tests, le niveau des validations. Donc c'était il y a 15 ans, plus de 15 ans. Moi je suis arrivé au Maroc Euh, il y a une vingtaine d'années, ouais, donc ça ouais. remonte. Ouais. Et donc au moment où tu es arrivé, parce que entre temps les deux marchés ont évolué peut-être différemment, tu vois, dans différentes directions, mais au moment où tu es arrivé, qu'est-ce que tu as vu euh, comme différence? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ouais, la différence n'était pas vraiment entre, par exemple, la France et le Maroc. Hein. La différence était vraiment parce qu'en même temps, moi, j'ai changé un petit peu de métier. Et c'était vraiment entre mon premier métier dans la microélectronique, où, comme je disais, bah, on faisait des niveaux de test. Enfin, pour donner un ordre d'idée, hein, souvent, on passait peut-être 30% de notre temps à développer et 60% ou 70% du temps à tester, quoi. C'est-à-dire que le test, c'était vraiment une activité très, très importante et on avait ouais, des exigences très élevées. Et c'est quand je suis passé à des développements logiciels, vraiment, des logiciels standards, enfin, voilà, pour le professionnel ou autre, c'est là que j'ai senti une différence. Et plus, alors après, effectivement, il y avait en plus l'idée que bah, au Maroc, il y avait, il y avait peut-être pas encore beaucoup d'équipes de tests professionnalisées. Mais ça, bon, moi, à ce moment-là, je le voyais peut-être pas trop à mon niveau. Mais c'est surtout, c'était cette envie d'apporter des techniques un petit peu pointues sur le test, que ce soit sur la fiabilité, sur la performance, pas seulement sur le côté fonctionnel, mais voilà, aussi sur les développements logiciels. Bon, on sait tous, je pense qu'on a tous cette idée que le logiciel, bah, la qualité, elle est variable, quoi. Hein, euh, même parfois, dans des gros projets, dans des grandes entreprises, il y a des problèmes de qualité dans le logiciel. Hein. Et c'est normal parce que des systèmes vraiment complexes, hein, c'est pas des Oui, sujets oui, simples. oui, oui. Et puis que ça coûte très cher, etc. Mais bah, du coup, voilà, ce problème de qualité qui existe depuis longtemps, je pense qu'il a aussi mûri un peu hein, dans la tête bah, notamment des dirigeants d'entreprise, etc., qui ont pris conscience qu'il fallait investir aussi sur ce domaine-là. Hmm. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a entraîné ce développement au niveau partout, hein, au niveau mondial. Nous, enfin, il y a quelques métriques qui sont intéressantes, mais notamment, moi, je le vois. Bah, donc, je pense que, je sais pas si tous ceux qui nous écoutent connaissent, mais maintenant, c'est quand même très connu dans le monde du test. Il y a les formations, les certifications ISTQB, notamment. Et ça, c'est un bon baromètre pour savoir comment ça se développe dans un pays, quoi, en fait, hein, le test. Voilà. Oui, ça c'est sûr. Donc voilà, bah, quand j'ai démarré, il y avait aucun certifié ou quelques-uns qui avaient été certifiés à l'étranger et puis qui étaient revenus au Maroc, quoi.
il n'y avait pas de certification locale, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, ça a changé. On certifie plusieurs centaines de testeurs tous les ans. Ok. Et, voilà. Donc ça montre que c'est actif, quoi, en tout cas. Oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. D'accord. Aujourd'hui, si jamais tu as quelqu'un qui a envie de travailler dans le secteur de la qualité, dans l'informatique en général, mais dans le secteur de la qualité au Maroc, qu'est-ce que toi, tu lui donnerais comme conseil pour pouvoir aller là-dedans, pour pouvoir aller intégrer ce secteur? Ouais. Alors déjà, il y a un premier point, et bon, peut-être que c'est peut-être un sujet que tu as déjà abordé dans d'autres podcasts, mais il y a déjà un premier point important, c'est que le test, il y a une particularité, c'est qu'il y a assez peu de formation pour devenir testeur logiciel à l'école ou à l'université ou je sais pas où. Alors ça se développe aussi un peu, hein, mais c'est rarement un métier qu'on apprend à l'école. Mhm. Donc on apprend ça plutôt dans les entreprises. Et souvent, les gens n'ont pas démarré leur carrière en tant que testeur. On en trouve aussi ça maintenant, hein, mais voilà, ils ont commencé alors pour une part en tant que développeurs, hein, aussi. Donc il y a ceux qui sont quand même qui viennent du cursus informatique et qui vont rentrer là-dedans. Mais il y a aussi plein d'autres profils. Donc il y a des profils qui viennent, je sais pas, d'études même pas forcément scientifiques, mais ou qui ont travaillé dans les banques, dans les assurances justement, qui ont plus une connaissance métier et qui à un moment par hasard ou parce qu'il y a des opportunités aussi euh, viennent renforcer les équipes de test. Et donc ils ont des formations, ils sont formés un petit peu sur le tas. Donc c'est un métier, enfin, pour revenir à ta question, c'est un métier, je pense, qui est vraiment très ouvert, Mhm. un peu à tout le monde. Et assez couramment, je vois notamment des gens qui sont dans des filières un petit peu compliquées où c'est difficile de trouver du travail et qui me contactent en me disant, bah justement, la question que tu as posée, comment je fais pour... Je vois qu'il y a plein d'offres d'emploi pour devenir testeur, etc. Mhm. Comment je pourrais devenir testeur, quoi. Euh, Comme je disais, il y a parfois le hasard, les opportunités, hein. C'est-à-dire qu'on est dans une entreprise qui cherche des testeurs et en interne, on peut rejoindre le mouvement. C'est souvent peut-être un peu plus facile comme ça. Si on vient de l'extérieur, alors il y a des formations, je parlais de la formation ISTQB, c'est vrai que ça aide à comprendre le métier. Alors ça remplace pas l'expérience, hein, on va pas se mentir, hein. C'est pas parce qu'on a fait une formation de 3 jours qu'on est devenu un testeur expérimenté, mais ça donne les bases. Et puis, d'un point de vue recrutement, c'est vrai que quand les recruteurs voient certification ISTQB Fondation, en général, ça Ça ouvre rassure, une porte de plus, quoi. ça ouvre une porte en plus, c'est vrai. Donc il y a ça. Et puis ce qu'il y a de plus en plus aussi, et qui est peut-être encore plus intéressant, c'est tout, je sais que ça se fait beaucoup en France aussi, c'est tout ce qui est les cursus de reclassement. Donc il y a des entreprises au Maroc maintenant, de plus en plus, qui cherchaient des gens vraiment de tous horizons, en leur disant, on va vous faire un cursus de formation. Alors là, pas en 3 jours, hein, plutôt en 2 mois ou 3 mois, ça dépend. Mhm. Mhm. Et donc là, du coup, on peut prendre des gens qui ont des profils très différents et les amener à un niveau de compétence suffisant pour aller travailler sur des projets, même sur des projets assez importants. Donc, il faut être à l'affût de ça, peut-être, hein. Il y a certaines entreprises, bon, je ne vais peut-être pas donner de nom, ce sera un peu embêtant, mais il y a des entreprises au Maroc qui régulièrement lancent ce genre d'initiative. Voilà. Donc, ils recherchent vraiment tous les profils. Alors, il y aura quand même une sélection, mais elle se fait pas sur le domaine technique souvent, quoi, hein. C'est pas, Mhm. elle se fait plus sur les personnes, sur leur Le motivation. savoir-être. C'est ça. Et puis c'est vrai qu'en tant que testeur, on cherche des gens qui sont rigoureux ou qui sont curieux aussi peut-être, ou j'en sais rien. Des bons Et communicants. donc c'est plus sur la personnalité. Mais du coup, voilà, c'est c'est pas si difficile que ça de rentrer dans le métier, quoi. Si on a, si Mhm. Ok. Surtout qu'on est sur un marché qui est plutôt en essor avec enfin, une vraie demande des entreprises, quoi. C'est ça, hein, il y a vraiment, il n'y a pas de souci pour trouver du travail si, voilà, si on est motivé. Et puis voilà, si on a cette,
cette envie de travailler sur les aspects de la qualité, voilà, sur faire des choses rigoureuses. Et si on a cet état d'esprit, en tout cas, c'est assez facile de démarrer. Ok. Mais au niveau des salaires, pour qu'on se rende bien compte, alors je peux pas comparer avec la France, puisqu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes salaires moyens. Mais aujourd'hui, un testeur au Maroc, par rapport au salaire moyen, il peut prétendre à combien? Si tu arrives à faire la conversion, c'est top. Mais Alors, sinon, il y a plusieurs niveaux dans la réponse. Donc, tu as dit, oui, mhm, il y a le salaire moyen, il y a aussi le salaire minimum qui n'a rien à voir entre la France et le Maroc. oui, Donc là, pour te donner une idée, le salaire minimum en net, hein, je vais parler en net au Maroc, il est de l'ordre de 300 euros. ok. Ça, c'est le SMIC. Mhm, Alors, salaire moyen, honnêtement, j'aurais du mal à te répondre à la question parce qu'il y a tellement de différences entre les différents domaines d'activité, etc. Par contre, vraiment, si on reste dans le domaine de l'informatique, quelqu'un qui rentre, alors, c'est pratiquement la même chose hein, pour les développeurs ou pour les testeurs, hein. Aujourd'hui, je vois mhm, assez peu de différence. Et suivant les études qui ont été faites, voilà, suivant un débutant, en général, il va démarrer entre 500 et 800 euros net, peut-être même un peu plus pour les profils vraiment qui ont fait des écoles voilà, qui sont très cotées. Et puis bah, après, ça monte hein, donc, assez rapidement. Donc du coup, voilà, je pense que un salaire net de 1000 ou 1200 euros au Maroc, c'est assez courant quoi, pour des testeurs ou pour ok, les développeurs logiciels, quoi, ok. En avec sachant quelques que, expériences. en sachant que du coup le SMIC est à 300 euros, quoi. Ouais. Alors ça, c'est intéressant. Bon, enfin, ça n'a plus grand-chose à voir avec le test logiciel, mais c'est intéressant quand même parce que ça veut dire qu'il y a une grosse différence, effectivement, par rapport à la France entre le salaire d'un testeur un peu expérimenté et le SMIC, quoi. Ça fait, Mhm, il y a un facteur 3, 4. Mais ça, c'est spécifique, ben, pas que au Maroc, mais je pense à beaucoup de pays en Afrique où il y a mhm. des grosses différences encore entre les bas salaires et puis ceux qui arrivent à, voilà, à faire des études et puis à avoir des carrières professionnelles un peu plus modernes, on va dire, entre guillemets. Oui, oui, bah oui. De toute façon, c'est bien connu. On a une très grosse classe moyenne en France, même s'il y a quand même pas mal d'inégalités, on va pas se mentir. Mais effectivement, dans énormément de pays qu'on dit en voie de développement, j'aime pas cette expression, mais Ouais, c'est il y a, une question il y a consacrée, plus mais de... oui, tu as raison. Bah, ça dépend des pays en Afrique, mais par exemple, le Ouais, Maroc, bah, effectivement, se développe, mais comme tous les pays, et puis je pense qu'il a dépassé un bah peu le oui. cap voilà, du pays en voie de développement qui est vraiment un petit peu sous-coté. Donc voilà, il y a des grosses compétences, comme je disais tout à l'heure, hein, maintenant. Donc même s'il n'y a pas encore le même niveau de vie, c'est vrai, mais il y a les mêmes Bah, bases, en tout cas. je pense qu'il y a quand même un très gros rattrapage parce que en soi, je veux dire, à un moment donné, si on a des entreprises qui vont chercher des compétences à un endroit, enfin c'est juste une question de salaire et dans très très peu de temps. Mhm. Je sais pas, je pense que ça se compte en allez, moins d'une dizaine d'années. Le rattrapage, il va être un gros rattrapage qui va être fait. Tu vois. Donc, bon, on verra. Ouais, ouais. La suite nous dira. Ah non, bah bon, voilà, ça a déjà bien progressé. Bon, bah, après, il y a plein d'autres paramètres hein, qui entrent en ligne de compte, mais je pense que, voilà, comme tu disais, du coup, il y a une classe moyenne qui se développe assez rapidement au Maroc, Mhm. notamment sur ces métiers de l'IT qui sont assez faciles à délocaliser et puis Mhm. à développer. Mhm. Ok. Alors, est-ce qu'on peut parler de Progidéo? Oui. C'était quoi l'idée, alors la motivation surtout, parce que euh, je vois bien, t'as vu un besoin, tu t'es dit ok, bon, il y a peut-être, ça peut être intéressant de faire quelque chose là-dedans, mais
créer une société de service, c'est quand même beaucoup de travail. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui a combien d'employés? Alors, en fait, Progideo, c'est. Alors, au début, je veux dire, le projet était un peu ouvert dans le sens où, comme tu l'as dit, moi, la motivation, c'était à la fois moi, d'abord, de travailler dans un domaine où j'avais vraiment envie de l'approfondir. Donc, Mhm. peut-être de faire un peu moins d'autres choses, comme voilà, de la gestion de projet ou de l'administratif, des choses comme ça. Et Ok. me concentrer plutôt sur ce domaine-là. Et puis après, voilà, c'était aussi parce que je sentais que justement, il y avait une opportunité au Maroc où c'était peu développé. Il n'y avait pas de raison, ça devait se développer quoi qu'il arrive. Donc, je me dis, voilà, il y a des choses à faire là-dessus. Après, voilà, après la réflexion, c'était soit de devenir, voilà, peut-être quand tu parles de société de service, c'est-à-dire une société où on a des ressources qui font du test et on les met à disposition de tous ceux qui en ont besoin. Soit de rester plutôt, et c'est plutôt la deuxième option moi, que j'ai gardée, plutôt rester vraiment sur la partie consulting pure. Ok. C'est-à-dire que nous, on intervient plutôt sur accompagner les entreprises pour mettre en place, par exemple, le test logiciel ou des équipes de test, ou pour développer ou mettre à niveau des équipes de test. Donc, comme je disais, il y a la partie formation, il y a la partie audit. Donc, voilà, je parlais d'audit. Donc, notamment, moi, je suis auditeur TMMI. Mhm. Et donc ça permet justement de faire dans une organisation un peu un état des lieux sur le test, comment améliorer le processus de test. Et voilà, donc c'est vraiment, et pas tellement sur, voilà, quand je démarre sur un projet et qu'il y a besoin, ça m'est arrivé, hein, de monter une équipe de 30 ou 40 testeurs. Voilà, moi, je travaille plutôt avec des indépendants, des freelances ou Ok. d'autres sociétés de services. Voilà, donc, du coup, la taille de la société est restée petite, mais on reste vraiment Ok. sur la partie purement consulting. Voilà. Et puis, en plus, au Maroc, depuis, j'ai été rejoint par d'autres personnes hein, qui font la même chose que moi. Donc, on a aussi monté une sorte de petit réseau entre nous où on travaille ensemble. Euh, voilà, surtout quand on doit répondre à des appels d'offres ou à des choses qui sont un petit peu plus grosses. Donc je laisse voilà, les équipes, les grosses équipes de sous-traitance en test, notamment aux ESN, hein, ont, qui ont des grosses équipes pour faire ça. Et je suis plutôt sur l'accompagnement à la fois des ESN et puis aussi comme je te disais, voilà, banques, assurances, les sociétés de l'automobile, de l'aéronautique, etc. Donc voilà, aujourd'hui c'est ça, Progideo essentiellement. Oui, c'est ça. Et puis après, on est actif aussi dans la promotion du test. Ça, c'était depuis le départ. Bon, c'était parce qu'on avait besoin de faire connaître le métier aussi. Et puis donc voilà, donc on est actif alors, au niveau du comité marocain des tests logiciels, qui est l'équivalent du comité français des tests logiciels, évidemment. Et puis aussi au niveau de l'ISTQB, au niveau de la fondation TMMI. On participe à tout ça et on essaye de, de faire en sorte que le Maroc soit présent aussi dans ces organisations et dans le développement du test un peu partout, quoi. C'est un écosystème vivant qui bouge et en l'occurrence, vous essayez de contribuer à C'est faire en ça, sorte ouais, que c'est quoi. ça. Mm. Quand on voit en Afrique, il y a voilà, ça se développe de manière très disparate ou très différente suivant les pays. Mhm. Je parlais de la Tunisie où voilà, c'est quelque chose qui est établi depuis longtemps. Alors après, chaque pays a son histoire, hein. On sait qu'en Afrique, c'est pas Bien toujours sûr. facile, mais voilà, donc c'est vrai que par exemple l'Algérie, pour parler de pays vraiment un peu similaires, eux par contre, pour l'instant, c'est pratiquement inexistant. Je parlais un peu de l'Afrique de l'Ouest où là ça se développe, hein. Donc il y a des pays qui commencent à se faire connaître un petit peu. Voilà, comme je disais, Madagascar, l'île Maurice. Alors bon, ça je les connais parce que aussi il y a le côté francophone évidemment, hein. Mhm. Dans le test, c'est important quand même, hein, évidemment, par rapport au développement logiciel, par exemple, où la langue est un peu plus importante parce qu'il faut pouvoir
tester des interfaces qui seront dans une certaine langue. Et donc, si on maîtrise Bien pas la sûr, langue, ça peut être plus compliqué, par c'est exemple. plus compliqué. D'accord. Voilà. Je sais pas Très si bien. ça répond à la question, mais Bon, si, je pense que ça répond complètement à la question. C'est quoi les ambitions pour Progidéo? Est-ce que tu as un objectif particulier en tête alors ou oui, non? Tu considères on que essaye, tout est très bien on comme essaye ça? de bouger un peu, de pas rester sur les acquis. Alors notamment ce qu'on est en train de développer actuellement, c'est la partie formation. Jusqu'à présent, on était vraiment resté sur purement de la formation test logiciel, donc les formations ISTQB notamment, mais aussi sur des outils de test, sur quelques référentiels que les testeurs connaissent souvent, comme l'ingénierie des exigences avec IREB et des choses comme ça. Mhm, Donc on était vraiment focalisé là-dessus. Et avec le temps, je pense que ce qui manque souvent aux testeurs, c'est aussi d'autres compétences comme ce qu'on appelle les soft skills souvent, enfin les compétences plus développement personnel, sur mhm. la communication, sur un testeur, il doit souvent discuter avec plein de gens, il doit se faire comprendre, il doit comprendre les personnes, il doit pouvoir présenter voilà, les résultats du test ou les choses comme ça. Et ça, c'est des compétences qui s'apprennent pas beaucoup dans les formations techniques. Et Mhm. donc, voilà. Donc on est en train de développer toute cette partie-là en ouvrant vraiment sur des formations qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Donc plutôt orienté soft skill. Ouais, ça je pense Ok. c'est très important. Typiquement aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire avec nos clients, c'est de leur dire, écoutez, ok, oui, vous nous demandez, comme depuis un certain temps, des formations ISTQB, Fondation, Test Manager, etc. Est-ce que ça vaudrait pas la peine d'ajouter une demi-journée, une journée de formation sur, sur le développement personnel? Donc, comme je disais, hein, c'est tout ce qui est communication, gestion du stress, des éléments comme ça qui sont importants, je pense, pour notamment, bon, on rencontre quand même beaucoup d'ingénieurs, des gens qui ont une formation plutôt ingénieur, donc qui sont vraiment, même pendant leurs études, orientés vraiment techniques. Mhm. Et alors peut-être ça, c'est un petit point au Maroc. Autant voilà, je pense qu'ils sont vraiment reconnus pour être très forts en sciences, en technique, en mathématiques, en tout ça. Autant il y a, bon, ça se développe aussi, hein, mais sur les parties comme ça, plus au développement personnel, même dans les écoles, c'est pas encore la priorité, quoi. Donc je pense que c'est important de le développer, quoi. Justement parce que la différence maintenant, elle se fait plus sur la technique, elle se fait sur la personnalité. Est-ce que les gens vont être capables de développer après leurs propres idées, de développer leurs propres, de gérer des équipes aussi, enfin faire plein de choses. Et Et la tu technique. penses que c'est dû à quoi cette... Enfin, le fait que qu'on ait des personnes qui soient techniques et qui ne soient pas, pour le coup, qui manquent peut-être de soft skills, tu penses que c'est dû à quoi? Ouais, c'est un peu difficile de répondre. Enfin, bon, pour moi, c'est un fait, voilà. Typiquement, même, alors justement, récemment, il y avait pas mal d'articles là-dessus où il y a le plus gros contingent d'étudiants étrangers en France, c'est les Marocains, hein. Ils sont Mhm, très présents je pense que tout le monde a dû probablement rencontrer des Marocains dans leurs études un peu partout, dans plein de domaines, et notamment dans les écoles d'ingénieurs, il y en a beaucoup. Et parce qu'encore une fois, ils sont reconnus pour leur très bonne formation. Et dans les lycées marocains, voilà, le niveau de maths est très élevé, typiquement. Euh, et alors peut-être que ça se fait un peu au détriment d'autres compétences, hein. Voilà, on peut pas être bon partout tout le temps. mhm. Et, et donc voilà, donc il faut arriver à développer les deux, quoi, hein. Mais voilà, après j'ai pas de, sinon je vois pas, il n'y a pas d'explication. Voilà, tout le monde est capable de développer des compétences dans tous les domaines, hein. Je pense que le côté voilà, l'éducation marocaine telle qu'elle a été développée pendant un longtemps, voilà, était peut-être focalisée beaucoup là-dessus et pas tellement sur les langues ou sur l'expression écrite, orale ou des choses comme ça, quoi.
Ok, d'accord. Bon, c'est une piste. Mhm. D'accord. Parce que, enfin, là, je fais le rapprochement avec, tu vois, cette espèce de cliché qu'on a euh, des développeurs avec leur capuche dans leur chambre, etc. Bon, aujourd'hui, ce cliché-là a un peu volé en éclats, quoi. Heureusement, Ouais. merci Internet. Mais ça reste quand même un truc que les gens ont dans un coin de leur tête. Et parce que dans les médias, c'est encore ce qu'on représente. Et le pendant de ça, c'est que bah on a quelqu'un qui est, tu vois, dans son truc, derrière son écran, etc., mais qui est associable en face, quoi. Mhm. Donc Non, mais il y c'est, a, je pense qu'il y a une double raison, c'est que bah, d'abord, souvent quand on est dans l'informatique ou dans d'autres, peut-être pas que l'informatique, mais dans d'autres domaines mhm, comme ça très techniques, bon, je pense que beaucoup de gens, bah, c'est quand même une sorte de passion à un moment, donc ils vont investir probablement beaucoup de temps et beaucoup d'énergie là-dedans. mhm. Et peut-être parfois c'est au détriment effectivement un peu de la vie sociale que d'autres peuvent développer plus éventuellement. Mais comme tu le disais, hein, c'est un cliché. Alors après, faut pas le prendre au pied de la lettre, mais euh, il y a ça. Et puis peut-être que réciproquement, hein, les gens qui se dirigent vers ces métiers-là, c'est peut-être des gens qui sont plus introvertis à la base. Ouais. Parce que bah, quand on développe, on a moins besoin quand même d'être en permanence en train de discuter, d'échanger avec les gens, comme dans d'autres métiers. Hein. C'est pas du commercial, c'est pas du Mm, mm. marketing, c'est pas plein d'autres métiers comme ça. Voilà, donc c'est vrai que c'est à la base, mais je parle pour moi aussi, hein, du coup. Hein, voilà, j'ai suivi. Tu te retrouves dans ce truc-là? Ah ouais. Et quand tu disais justement être derrière son écran, moi, souvent d'ailleurs, j'en parle pendant les formations et tout pour expliquer aux gens que au début de ma carrière, j'avais moi-même ce problème-là, quoi. Hein. C'est-à-dire que j'étais assez bon techniquement, et ce qui Mhm. m'a permis de vite faire des choses assez intéressantes, d'être reconnu dans l'entreprise, etc. Et notamment le truc typique, c'est qu'à un moment, bah, voilà, on m'a dit, tiens, il y a un projet qui démarre. Donc ça faisait quelques années, voilà, on te connaît bien, on a confiance. Voilà, on aimerait que tu sois le chef de projet, quoi. Bon, moi, Ok. j'étais très content, hein, c'est une évolution que beaucoup de gens souhaitent peut-être un jour dans leur carrière. Et j'ai pas été très bon hein, au départ, hein, honnêtement. Parce que justement, mon premier réflexe quand j'ai démarré, c'était de me dire, bon, c'est mon premier projet en tant que chef de projet, donc on va faire Ouais. on va faire un projet super, ça doit être parfait, etc. Et donc le premier réflexe, c'était de me mettre sur ma machine 12 heures par jour et d'envoyer, quoi, hein, de bosser encore plus qu'avant et de me Eh dire, ben, dis donc. je vais tout contrôler, ça va être parfait. Sauf que c'est pas du tout ça, le métier du chef de projet, quoi. Ouais, non. Et j'ai eu des soucis au début, c'était normal quoi, avec l'équipe qui disait mais je sais pas, on te voit pas, on t'entend pas, tu gères pas les trucs, etc. Mm, mm. Bah, après, il faut apprendre. Et bon, si on peut aider les gens à apprendre un peu plus vite que certains d'entre nous, on l'a fait un peu sur le tas, c'est bien quoi. Et donc voilà, donc je sais tout à fait la difficulté qu'il y a de passer d'un mode un peu solitaire, un peu, voilà, on est sur notre tâche et sur notre truc, et à un mode où on veut faire plus de choses, on veut développer. Comme je te disais, hein, c'est important aussi de développer ses projets, de développer peut-être plus tard son entreprise, de développer des Mm, choses. mm, mm, mm. Et ça, il faut d'autres qualités, quoi. Ouais, complètement. Et qu'est-ce qui a fait, c'est ma dernière question là-dessus, après j'arrête, qu'est-ce qui a fait que, mis à part, tu vois, cette expérience, ça a été quoi le déclic où tu t'es dit, bon, faut peut-être que je travaille un peu sur moi-même, tu vois, pour pouvoir, bah, mieux, là en l'occurrence, mieux communiquer avec mon équipe, sur la, comment ça s'appelle, sur le projet et puis sur d'autres trucs après coup, tu vois, t'es pas juste resté sur un projet, arriver à la livraison de ton truc, tu vois. Ça a Mhm. été la porte ouverte après à d'autres choses, tu vois. Donc qu'est-ce qui a fait que t'es passé dans ce truc-là? Bah, plein de choses, hein, je te dis. Donc, il y a ça déjà. Je pense vraiment ce projet pour moi, il m'a marqué parce que Ouais. pour te parler, enfin, de manière plus précise, voilà, il y avait des gens. Alors peut-être aussi, il y avait des gens qui auraient eu envie d'être à ma place. Bon, il y a toujours ce genre de problème hein, dans les équipes, mais bah, au bout d'un certain temps,
mon chef, il m'a appelé dans son bureau, il m'a dit, bon là j'ai discuté un peu avec des gens dans l'équipe où il y a des gens qui sont venus me voir et qui me disent que ça va pas, que ça marche pas. Alors que moi j'étais dans un mode où on m'a mis là, Tout c'est allait bien. le meilleur et le projet ça va être le meilleur projet de tous les temps. Et donc là on se prend une claque quoi, on se dit mais bon qu'est-ce qui se passe? Pourtant je fais mon boulot, je travaille comme voilà, je quitte parfois à 2 heures du matin, mais ça marche pas. Mm. Et donc, bon, là, c'est la prise de conscience. Donc ça, il y avait déjà ça. Et puis après, bah, en plus, quand j'ai bougé, quand je suis parti au Maroc, bon, moi, j'avais de toute façon envie d'aller à l'étranger, voire faire une expérience à l'étranger. Ça, c'était un Mhm. moment personnel. Oui. Et ben, là aussi, hein, on prend conscience de plein de choses, quoi. Il y a plein de nouvelles difficultés qui arrivent. On doit sortir de la technique, quoi, hein. Il faut, alors, à l'occasion, en plus, bah, voilà, il fallait recruter des gens, il fallait les former, il fallait, en partant un petit peu de zéro. Donc, voilà, on apprend sur le tas à négocier, à aller voir les banques, à aller voir plein de choses et on développe d'autres compétences, quoi. Bon, après, j'étais pas non plus complètement asocial, hein, voilà, au départ. Donc, ouais, moi, j'aimais bien. Au contraire, justement, à l'école, j'étais un peu un cas particulier parce qu'au lycée, qui était plutôt un lycée technique, voilà, mes meilleures notes, c'était en français, en philosophie, donc c'était un peu particulier. Mais donc, j'avais sûrement déjà un peu la fibre. Mais voilà, mais c'est vrai qu'au début de ma carrière, j'étais quand même vraiment plongé purement dans la technique, quoi. C'est très très intéressant en tout cas. Bon, en définitive, ce que je retiens, c'est que euh, c'est la difficulté qui a fait en sorte que en fait tu t'es retrouvé au pied du mur et ta solution ça a été effectivement bah, de faire un travail sur toi-même et puis de continuer à apprendre et à grandir quoi. Ouais, bah, je pense on est tous un peu comme ça, hein, Ouais. chacun avec nos forces et nos faiblesses, mais il y a des moments où on s'aperçoit que ça fonctionne pas et qu'il Mm. faut travailler sur certains aspects de nous-mêmes. Mais voilà, c'est important et c'est du coup, voilà, je sais que pour les jeunes qui démarrent dans le métier, si je peux un petit peu les préparer à ça, disons, ou alors déjà leur donner quelques éléments là-dessus, bah, je pense que c'est bien, quoi, c'est important aussi. Oui, oui, je pense effectivement que c'est une bonne chose. Complètement d'accord avec ça. Ok. Bon. Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a une question sur laquelle je ne t'ai pas amené et dont tu aimerais qu'on parle ou pas? Ou est-ce que tu as une question pour moi? Alors, j'ai pas préparé de questions, non, mais bah, écoute, si tu m'autorises à faire une petite parenthèse, alors du coup, Oui. euh, je vais faire un peu de publicité. Alors, c'est pas pour moi directement, mais donc je parlais des audits et de TMMI notamment. Alors, peut-être que Mhm. on ne connaît pas encore TMMI, mais même si ça se développe beaucoup. Je pense que c'est important dans le métier du test. Alors voilà, comme je disais, il y a les formations sur les testeurs et tout ça, maintenant, c'est bien établi. Il y a, tout le monde est formé, certifié, etc. Mais au niveau des entreprises ou des organisations, euh, il y a encore pas mal de travail, je pense. Enfin, on sait qu'on peut toujours s'améliorer, hein, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Mais voilà, il y a des modèles qui existent et qui sont vraiment très efficaces. Et, un modèle qui est MMI, il est gratuit, hein, donc chacun peut aller le télécharger sur Internet et l'utiliser. Euh, Est-ce que tu peux expliquer en trois mots pour les gens qui ne sont pas du tout au fait ou qui découvrent justement les métiers du test et qui essaient de comprendre, tu vois, tout ce vocabulaire, tout ce jargon, en quoi ça consiste? oui, effectivement. Donc TMMI, alors c'est un peu comme CMMI pour ceux qui connaissent, même si c'est devenu un peu moins populaire, notamment en Europe depuis quelques années, mais c'est ce qu'on appelle un modèle de maturité des processus. Donc, c'est-à-dire que ça définit en fait un certain nombre de bonnes pratiques avec différents niveaux. Donc, il y a les bonnes pratiques niveau 2, 3, donc c'est vraiment les pratiques de base, on va dire, et puis des pratiques plus pointues, plus haut niveau. Donc, après, ça va jusqu'au niveau 5. Il y a 5 niveaux de maturité. Et le modèle est fait d'une manière qui permet
de faire donc des audits, justement, d'évaluer la maturité de l'entreprise. Donc en fait, on regarde les écarts entre ce qui est considéré comme les bonnes pratiques et comment ça marche effectivement dans l'organisation. Et à partir de ça, on peut sortir un certain nombre de recommandations pour améliorer les pratiques. Et là, c'est pas uniquement au niveau des personnes, mais c'est vraiment au niveau de l'organisation, des processus, etc. Et puis, il y a avec des choses concrètes, on peut mettre en place des métriques pour mesurer justement l'efficacité des tests ou des choses comme ça. Et aussi, du coup, de voir comment ces modèles peuvent permettre d'améliorer un certain nombre de paramètres. Alors, certains vont travailler plutôt sur le coût, d'autres vont travailler sur... c'est quand même l'objectif, c'est la qualité aussi, donc de réduire les défaillances, le nombre de défaillances en production, des choses comme ça. Et donc voilà, donc si je peux passer un petit message, du coup, ce serait ça. Ce serait aux testeurs, quelle que soit leur expérience et leur niveau, c'est pas réservé que aux testeurs très expérimentés, mais d'aller jeter un coup d'œil dans ces modèles. Il n'y a pas que le modèle TMMI, il y en a d'autres qui existent. Mais voilà, vous avez compris que moi je suis impliqué dans TMMI, donc je fais de la publicité, mais comme je disais, voilà, c'est gratuit, donc en plus on s'engage à rien, et ça peut déjà apprendre beaucoup de choses et donner plein d'idées pour améliorer le fonctionnement des équipes de test. Ok. Voilà. Je mettrai un petit lien dans les commentaires, dans la description de l'épisode. N'hésitez pas. Comment? TMMI.org, je dis pour le. TMMI.org. Très bien. Je rajouterai ça, sans faute. J'espère qu'à l'écoute de ta recommandation, en tout cas, on aura au moins une personne qui adoptera, les TMMI. Peut-être que tu auras des messages après pour dire écoute, c'est super parce que effectivement je suis bien plus efficace maintenant, donc merci beaucoup, maybe. Oui, j'y compte bien. Non, mais, en parlant de ça, par contre, les gens qui connaissent déjà, mais qui appliquent et qu'on accompagne aussi à mettre en place les audits TMMI et tout, peut-être je suis pas de parti pris, mais je témoigne qu'il. Mais tu as le droit d'avoir un parti pris, Il voit une vraie différence entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait après, quoi, en fait. Ok. Écoute, je pense que ce serait intéressant d'en parler, tu vois, de faire un épisode dédié, tu vois. Et puis de parler, peut-être avec toi, peut-être avec d'autres personnes, mais des personnes qui l'ont mis en place et qui ont... de faire un avant-après, tu vois. Un retour d'expérience entre voilà ce qu'on avait comme résultat avant, voilà ce qu'on a maintenant, et voilà comment on peut optimiser, tu vois, son activité avec tel et tel modèle, quoi. Ce serait intéressant de faire ça. Super idée, Écoute, peut-être que tu reviendras dans le podcast alors. Plaisir. Ça marche. Bon, Jean-Baptiste, écoute, merci beaucoup, en tout cas, merci à toi. Pour ton temps et puis d'avoir partagé ton expérience avec nous. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Si tu veux que les gens te retrouvent, après c'est pas obligatoire. Aujourd'hui c'est vrai que je pense le moyen que j'utilise le plus souvent c'est LinkedIn. Ok. Voilà, si vous cherchez mon profil, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, il n'y a pas de souci. Et puis sinon peut-être, je sais pas, dans les commentaires on pourra mettre mes coordonnées, mais voilà. LinkedIn c'est ce que j'utilise le plus aujourd'hui pour échanger. Ok. De toute façon, je mets toujours un petit lien vers le LinkedIn de l'invité. Donc, je rajouterai ça. Ça marche. Parfait. Écoute, merci beaucoup. Merci. Si cet épisode vous a plu, vous me feriez super plaisir en envoyant à 1, 2 ou 3 personnes intéressées par le sujet. Le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.